Bonjour à tous et bienvenue pour cette première capsule technique d'Instant Friche consacrée à l'optimisation du temps d'une reconversion de friche. Nous allons vous présenter des livrables issus du groupe de travail monté dans le cadre d'Idées Friche. Daniel, qui nous a rejoint aujourd'hui sur le plateau? Sur le plateau, nous ont rejoint 4 représentants du groupe de travail qui s'est réuni 5 fois en 2019. Emeline Desnaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de gestion du patrimoine au sein de l'établissement public foncier local de Savoie. Philippe Gergely, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société Practicway, expert et intégrateur de solutions en hygiène, sécurité et environnement. Vous êtes également expert de justice auprès de la Cour d'appel de Lyon pour la spécialité Industrie Pollution. Benjamin Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recherche et développement de la société Tesora, bureau d'études dans l'ingénierie de l'environnement, spécialisé en sites et sols pollués. Olivier Rajon, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Coraval, société de conseil et de valorisation de fonciers pollués. La première étape a consisté à l'étude approfondie de 13 dossiers de friches fournis par les contributrices et contributeurs du groupe de travail. Ces dossiers devaient concerner des projets de requalification bloqués ou qui s'étaient conclus par un bilan économique très défavorable en raison d'une accumulation de défaillances au cours de la réalisation. Le but était de distinguer les facteurs déclenchants à l'origine des défaillances générées. Et grâce au croisement de ces 13 retours d'expérience, nous sommes parvenus à établir 6 familles de facteurs déclenchants. Olivier, comment le comportement des acteurs peut-il influencer la requalification d'une friche? Et puis dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire de quels acteurs il s'agit? Les acteurs qu'on va rencontrer dans ces projets sont tout d'abord des collectivités territoriales en charge de l'aménagement du territoire, le propriétaire et l'exploitant de l'ancien site industriel, le porteur du nouveau projet sur soutènement et, dans le cadre d'installations classées pour la protection de l'environnement, les représentants de la préfecture, c'est-à-dire l'ADREAL et la DDPP. Autour de ces acteurs principaux, bien sûr, on va retrouver leurs conseillers, les conseillers techniques, cités sols pollués, amiante, déchets, les conseillers juridiques et les conseillers financiers. Il est important aussi de nommer un acteur que l'on retrouve souvent sur les friches industrielles, qui sont les liquidateurs judiciaires, qui vont se substituer au propriétaire ou à l'exploitant, mais qui n'ont pas la connaissance technique et historique du dossier. Dans ce cadre-là, il est fondamental de faire une étude historique et documentaire la plus complète possible pour ne pas engager des études qui auraient déjà été réalisées dans le cadre de l'activité du site. Merci Olivier. Nous allons dorénavant évoquer avec Philippe les failles organisationnelles qui pénalisent la transformation des friches. Tout à fait. Donc les failles organisationnelles, il y a tout d'abord le manque de continuité dans les dossiers. Souvent, la plupart du temps, il y a des problèmes RH parce que les gens commencent sur certains dossiers et ne les finissent pas parce qu'ils changent de société. Il y a des problèmes d'archivage où on perd les dossiers. Il y a ensuite le défaut d'intégration du planning dans les projets, c'est-à-dire d'anticipation, plutôt d'anticipation. Et il y a aussi les défauts de transmission de l'information. Et puis, bien souvent, les contrats de vente ne sont pas tout à fait complets dans la partie pollution de sol. Justement, Benjamin, les aléas en amont ou au cours des travaux pénalisent également la non-maîtrise de requalification. Alors oui, Daniel, effectivement, la maîtrise des aléas est un sujet crucial dans la requalification des friches. Donc que ce soit les aléas temporels ou les aléas financiers. Donc après, ces aléas, ils peuvent être maîtrisés en premier lieu par un bon diagnostic, que ce soit des diagnostics amiante, des diagnostics déchets, des diagnostics pollution. Et ces diagnostics donc, vont pouvoir permettre d'identifier toutes les sources de pollution qui vont être présentes sur le site pour limiter les découvertes justement en cours de chantier, donc découvertes qu'on connaît tous comme des cuves enterrées, donc qui vont venir gréver un peu toute la dépollution. Et un bon diagnostic va aussi permettre d'amener cette phase un peu de transition entre les études et les travaux, donc qui sont la phase de PCT, donc des plans de conception de travaux, qui permettent justement de vérifier et de s'assurer de la bonne adéquation des techniques de dépollution qu'on a choisies avec les objectifs de dépollution, donc que ce soit des objectifs en termes de seuil de contaminants à atteindre, ou alors des objectifs au niveau du temps.
Justement, Emeline, on vient de faire le tour de certaines familles d'acteurs pénalisant l'optimisation du temps d'une friche. Est-ce que la temporalité n'est pas aussi un point clé? Alors, la temporalité est effectivement un point clé, notamment le moment où l'industriel arrête son activité et le moment où le site en fait, devient une friche. Il y a vraiment une temporalité entre la cessation d'activité, par exemple, d'un site et sa requalification. Une collectivité va se retrouver avec un industriel qui a mis la clé sous la porte, qui est déjà assez compliqué à gérer, notamment en termes d'emploi. Et du coup, il y a toute une temporalité, un temps d'attente qui intervient où la collectivité n'est pas prête, n'a pas de projet pour pouvoir refaire vivre ce site, éventuellement lui changer d'usage. Et c'est là que s'installe la friche. Et plus le temps avance, et plus la friche se dégrade, et plus cela devient compliqué de s'en occuper et de la réhabiliter. Là-dessus, vous rajoutez les élections diverses avec potentiellement des changements de politique au sein des collectivités, des projets qui évoluent, et tout ça peut alourdir encore la note sur la reconversion d'une friche. Merci Emeline. Et il me semble qu'une des idées pour maîtriser le temps serait peut-être d'utiliser des outils d'occupation temporaire, mais là aussi on peut avoir des mauvaises surprises. Alors, comme Emeline vient de le dire, il y a une notion de temporalité. Sur cette temporalité, il y a toute la notion de portage et de coût de portage. C'est-à-dire dans les coûts de portage, on a le gardiennage, la taxe foncière, l'assurance, et qui vont coûter pour celui qui va devoir financer ces opérations. Et pour limiter ce coût de portage, on a les usages transitoires ou les usages temporaires. Et pourquoi ça limite le coût de portage? À partir du moment où il va y avoir une utilisation, donc le gardiennage n'est pas nécessaire et ça va maintenir en l'état les bâtiments et éviter de se dégrader par des intrusions, des vandalismes. Par contre, il faut être vigilant. Il faut être vigilant par rapport à l'occupation temporaire pour que cette occupation temporaire se fasse dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le site soit compatible de manière sanitaire avec l'usage qui va en être fait. C'est-à-dire qu'il est important, même si c'est un usage qui s'inscrit dans une courte durée, de faire cette étude de compatibilité sanitaire pour vérifier qu'il n'y a pas un danger à mettre des personnes sur ce site. Il y a un autre aspect qui est aussi fondamental, c'est la notion d'impact de l'activité temporaire sur l'état environnemental du site. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire un diagnostic des sols avant l'installation dans le cadre de stockage de produits et de matériel, et de faire un diagnostic des sols après l'utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact de cet usage, quelle que soit la durée. Dans un second temps, les contributeurs ont déterminé les 8 problématiques socles générées par ces 6 familles de facteurs déclenchants. Les contributeurs sont parvenus à cette mosaïque de problématiques socles. Donc, une fois cette analyse approfondie réalisée, les contributeurs se sont consacrés à la formalisation des préconisations pour résoudre ces problématiques. La première de ces préconisations est l'obtention d'une synthèse conclusive de l'ensemble des études en amont, de la cessation d'activité, Philippe, est-ce que vous voulez nous le décrire? Oui, alors bien souvent, lorsqu'on est impliqué dans la gestion des friches industrielles, on se rend compte qu'il y a une multitude d'études qui sont faites à différentes époques et par exemple, et on a du mal à s'y retrouver. Et je donnerai un exemple. Récemment, un de mes clients m'a demandé de regarder un de ces sites sur lesquels il y avait à peu près 35 ans d'études. Et en fait, en faisant une synthèse, on s'est aperçu qu'il manquait un certain nombre de choses, que l'industriel pensait avoir dépollué tout son site et en fait, il manquait une bonne partie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la synthèse au moment du démarrage du projet pour pouvoir être certain qu'on comprend la problématique du site. La seconde préconisation consiste à rendre obligatoire une concertation physique au moment de la déclaration de l'arrêt d'activité des sites industriels à usage futur sensible, n'est-ce pas, Benjamin? Alors effectivement, la réalisation d'une réunion physique va avoir énormément d'avantages, puisqu'elle va permettre en premier lieu de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la reconversion en même temps,
dans un optique de conservation de la mémoire, donc comme on a pu le voir juste avant. Donc il y a des études sur de très nombreuses années, donc il y a un besoin de conservation de la mémoire, de conservation de documents pour avoir une bonne temporalité au niveau de la reconversion. Deuxième gros avantage, c'est que le fait d'avoir tous les acteurs en même temps autour d'une table va permettre d'éviter un morcelage d'informations en fonction des différents métiers qui vont être présents autour de la table, ce qui va permettre d'avoir une fluidité en fait, au niveau de la reconversion de la friche. Et le dernier point, c'est de pouvoir mettre, par exemple, autour de la table donc des acteurs futurs de la friche, donc des porteurs de projets ou des collectivités, ce qui va permettre de dynamiser certains dispositifs, comme par exemple le tiers demandeur, qui va permettre en fait, de faire un transfert de responsabilité de la remise en état ou de la dépollution du site au nouvel exploitant ou au porteur de projet, donc ce qui va vraiment favoriser en fait, sa reconversion. Dans les débats entre les contributeurs est ressortie aussi la nécessité de renforcer le rôle de l'AMO dans la détection des sources de divergence et de blocage entre les acteurs et de mener des concertations en vue d'apaiser des tensions dans l'intérêt de chacun. Olivier, par rapport aux pratiques actuelles, quel serait l'apport de cette préconisation ? On l'a vu au travers de nos échanges, la reconversion des friches est un sujet complexe, avec des acteurs qui ont de nombreuses compétences, et en plus on s'inscrit dans une temporalité très longue, 5 ans, 10 ans, voire 15 ou 20 ans. Cet AMO, qu'on pourrait aussi qualifier de chef d'orchestre ou de facilitateur, doit être complètement indépendant et pouvoir travailler pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage successifs. C'est-à-dire que dans une reconversion de friche, on va avoir tout d'abord l'industriel qui va avoir besoin d'un conseil. Cet industriel, il va vendre le site à un investisseur et il y a la collectivité territoriale qui va intervenir. Ce qui est important, c'est que cet AMO soit indépendant, qu'il ne fasse pas d'études en cité sol pollué, en déchets ou toute autre étude technique, et qu'il puisse intervenir dans l'intérêt du projet pour l'ensemble des acteurs. Et qu'il n'intervienne pas non plus, bien sûr, dans l'acte de vente, à partir du moment où il devrait prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Il doit vraiment être un acteur indépendant au service du projet. Les maîtres d'ouvrage présents lors de nos séances ont alerté sur le fait que les élus méconnaissaient les coûts liés à l'inaction et reportaient les décisions sans en percevoir l'échelle de risque et de perte de valeur. Ceci a motivé le groupe de travail à rédiger une fiche pédagogique qui va nous être présentée par Emeline. Donc effectivement, l'idée a été de faire une fiche qui soit visuelle, qui soit parlante et qui puisse passer tous les messages techniques tout en étant suffisamment vulgarisée pour pouvoir être comprise et assimilée pour tout type de maître d'ouvrage, donc que ce soit les maîtres d'ouvrage privés sur industriels, aménageurs privés, mais également la maîtrise d'ouvrage publique sous la forme d'aménageurs publics ou de collectivités. Donc cette fiche a notamment deux points phares, en plus de quelques photographies de retours d'expérience des uns et des autres, de retours d'expérience malheureuses. Il y a 2 graphiques qui sont vraiment fondamentaux, qui montrent en fait qu'une friche, à la base, c'est un site qui a une certaine valeur, qui, au cours du temps, sa valeur baisse, comme l'a expliqué Olivier tout à l'heure. Il y a des coûts sur la friche, des coûts de gardiennage, des coûts de taxes foncières, voilà, des coûts d'entretien qui du coup vont gréver la friche. Et plus le maître d'ouvrage, la collectivité attend pour faire sortir son projet, à partir d'un moment, la friche, le site va devenir négatif, va avoir une valeur négative. Donc l'objectif des propositions faites par le groupe est que cette valeur négative n'apparaisse pas et que les collectivités puissent sortir leur projet à échéance. On est parti sur 3-5 ans à la fin de la cessation d'activité du site. Donc pour info, nous à l'EPFL de Savoie, cette fiche, on l'a mise sur notre site internet et on a effectivement de bons retours des collectivités qui la trouvent vraiment pédagogique. Eh bien, merci Emeline. Donc nous avons fait le tour rapidement de cette problématique complexe. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet ou justement aussi retrouver cette fiche pédagogique dont parlait Emeline, elle se situe sur le site internet d'Idéfriche, dont l'URL s'affiche à l'écran actuellement. Et vous y retrouverez donc l'ensemble des livrables des différents groupes de travail.
Merci d'avoir assuré le rôle de porte-parole du groupe de travail, à vous quatre. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine capsule technique, Instant Friche, qui sera consacrée cette fois aux ressources d'une friche.